C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous écoutez Radio Virus, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette 8e émission avec un point d'actualité sur le coronavirus. Comment s'occuper dans une chambre de bonne en période de confinement ? Depuis 10 jours, les journalistes des grands quotidiens essayent de nous expliquer que c'est normal que ce soit le bordel en banlieue. Vous comprenez, le confinement c'est horrible quand on vit dans des petits espaces exigus. À force de tourner en rond, c'est logique qu'on balance des boules de pétanque sur des policiers. Pourtant, il existe à Paris plus de 100 000 chambres de bonne, notamment dans les beaux quartiers. Je n'ai pourtant pas l'impression que les flics redoutent de traverser le 6e, de peur de se prendre un frigo sur la gueule. Dans mon immeuble, il y a une trentaine de chambres de bonne. Situées à un jet de pierre de la place Saint-Sulpice, elles accueillent toute une foule d'individus hétéroclites, allant du travailleur clandestin à l'acteur de théâtre fauché, en passant par des étudiants, des icos, des écrivains ratés ou des mecs louches pour lesquels on préfère ignorer ce qu'ils bricolent. D'habitude, le couloir est désert. Personne n'habite vraiment là. C'est trop petit pour apprécier d'y rentrer le soir. Donc, le couvre-feu change vraiment la donne et nous confine dans une sorte de gigantesque colloque de 30 personnes où chacun se démerde comme il peut. Laissez-moi vous faire la visite de ce petit univers. Dans l'appartement 3, il y a le soldat baleine, une espèce de gros porc que les pénuries inquiètent. Il fallait le voir monter au 7e sans ascenseur, ses réserves de bouffe. Il a dû perdre 10 kilos à hisser des containers de chips dans sa piole. Lui, son objectif est d'ingérer son poids en gras une fois par jour. On n'est pas sûr qu'il repasse sa porte à la fin de cette histoire. Au 7, il y a Mamie Jo. C'est une petite vieille tranquille qui n'a qu'une passion, c'est le tricot. Elle a pour projet de rhabiller tout l'étage avec des écharpes dégueulasses et de faire des pulls pour ses petits-enfants qu'elle ne voit jamais. Au 9, on a Oscar la bagarre. Lui se croit dans une cellule de prison américaine. Il s'est rasé le crâne, écoute du rap US, fait des pompes et soulève des haltères. Il fait 35 kilos, donc il espère que le confinement dure 6 mois pour avoir le temps de finir son entraînement Thibaut InShape. Il aimerait se tatouer le plan de l'étage dans le dos comme Michael Scofield, mais a un peu peur que ça lui fasse mal. Au 14, nous avons le funambule. Lui, il habite sous les toits pour être sur les toits. Quand on navigue dans le quartier à 15 mètres du sol, pas besoin d'attestation. Il se targue de pouvoir traverser l'arrondissement sans toucher le sol. Il s'est installé un salon extérieur sur le toit et aime à dire qu'il règne sur le royaume du ciel. Passons au 17, où le puceau de l'étage profite de son temps libre pour faire des top 1 sur Fortnite. Dans sa piole, il n'y a rien, sauf un ordi de guerre qui prend toute la bande passante de l'immeuble. Après le 2e escalier, au 23, on a le bon gars Raph. Lui, c'est le bricolo de la bande. Sa piole ressemble à un atelier. Il alterne entre la scie sauteuse et le stérilisateur pour des confections de terrine de chevreuil qu'il chasse lui-même. Si vous voulez boire des coups, c'est chez lui qu'il faut aller. Enfin, dans le fond du couloir, il y a 2 pioles de gens louches. Au 29, il y a une espèce de fou furieux, mi-révolutionnaire, mi-moine mystique. Il ne parle à personne, ne voit personne, et s'est lancé dans un manifeste politique obscur. D'ici un mois, il est probable qu'il y ait un Breivik écolo-marxiste qui va abattre la moitié du quartier latin, même si aux dernières nouvelles, sa seule arme, c'est un couteau à pain. Si le 29 ne vous a pas égorgé, poussez la porte du 30, où vous retrouverez votre humble serviteur en calbar sur son lit, qui essaie péniblement de trouver l'inspiration pour vous écrire des chroniques distrayantes et humoristiques. Il ne sera pas recruté sur France Inter, mais rigole bien à jouer au journaleux. S'il n'est pas là, c'est qu'il glande au 23 à boire du pastis, ou qu'il cherche une combine pour trouver de la fraîche pour payer ses 4 loyers de retard. Toutefois, le reste du monde ne s'arrête pas de tourner, poursuivons avec le reste des actualités. L'actualité de ce jeudi 26 mars. Confinement. Des gendarmes ont verbalisé un couple surpris en plein ébat sexuel dans le sud de la France. 135 € d'amende chacun, la distance sanitaire étant en mauvaise posture. On se demande quelle case de l'attestation a été cochée. La prolongation du confinement interviendra bientôt. Ils disent réfléchir, je suis donc rassuré. Sinon, si vous aimez vraiment votre promenade quotidienne, allez en banlieue. Le confinement est allégé pour ne pas y mettre le feu, d'après le Canard enchaîné. USA. Des États américains suspendent les avortements au nom de la lutte contre le coronavirus. On ne sait pas si c'est pour la mobilisation des médecins ou pour maintenir le niveau de population après la crise. Cibet.
Notre éternel Sibeth Ndiaye nous a expliqué que le président ne portait pas de masque de protection puisque les distances étaient respectées. A priori cependant, le président, contrairement à sa porte-parole, sait comment s'en servir. 3 heures après cette déclaration, il en portait un à Mulhouse. Franchement égoïste quand on sait que ça ne sert à rien si on est en bonne santé. Tellement inutile le masque qu'il portait un FFP3, un masque encore plus protecteur que celui qu'on donne tant bien que mal au personnel soignant. Voyage. Un camp de migrants a été délocalisé dans un gymnase du 14e arrondissement de Paris. Les habitants, qui ont déjà vu le film, se demandent si les dealers vont être confinés dans leur cage d'escalier ou si la réglementation va, cette fois-ci, être appliquée. Spaghetti. L'Italie a volé les pâtes aux Chinois et semblait faire de même avec ce brave Covid. Cependant, selon certaines sources italiennes, des cas de pneumonie étranges ont été observés dès novembre en Lombardie. Forza Italia, c'est peut-être ton jour de gloire. Deuxième amendement. En France, on galère à avoir un masque, mais aux États-Unis, les ventes d'armes ont augmenté de 800%. En même temps, avec un M16, personne t'approche à moins d'1 mètre. Ça se tient. À moins qu'il ne prévoie de combattre le virus avec des balles. Études. Le baccalauréat est pour le moment maintenu. Les cours des universités sont donnés via Internet et des TD ont lieu en visioconférence. Courage, on pense à vous. Résilience. L'armée a donc été officiellement déployée en métropole et outre-mer pour déplacer des malades, des morts, des masques, surveiller des lieux sensibles, bref, donner un coup de main. Apparemment, nous sommes en guerre. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique d'actu. Commençons notre formation politique du jour avec le premier point politique. Aujourd'hui, Simone Veil. Aujourd'hui, je vous présente un petit opuscule, la note sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Quand je dis Simone Veil, on parle de la philosophe, pas de la pute. On parle de celle qui est agrégée de philosophie, qui s'est engagée volontaire dans les usines Renault comme simple ouvrière afin de découvrir leurs conditions, et qui a eu aussi d'autres engagements plus discutables, comme rejoindre les rangs républicains lors de la guerre civile espagnole, et qui a enfin fini sa vie en Ardèche auprès du philosophe paysan Gustave Thibon, un autre monstre sacré de la pensée traditionnelle. Simone Veil disait « Il n'y a rien de plus confortable que de ne pas penser ». Et c'est justement ce que ce petit ouvrage va illustrer à merveille, l'absence totale de réflexion au sein du monde politique, des assemblées, Sénat, etc., sur la suppression ou non de ce système de partis. Il y a sans doute une bonne raison à ça, tant nous voyons aujourd'hui que l'alternance droite-gauche s'efforce de maintenir les privilèges des gouvernants au détriment des libertés du peuple. Aujourd'hui, l'existence des partis nous semble évidente. Et pourquoi donc ? Parce qu'on vit avec depuis tellement longtemps, depuis toujours, pourrait-on dire. Alors, on ne se pose plus la question d'un autre système. On se dit que c'est un mal pour un bien, que c'est grâce à cela qu'on peut exister sur le spectre politique, et que rentrer dans cette machine pour essayer de faire bouger les choses est la seule solution possible. Et la question que pose ce livre, c'est justement, est-ce que c'est vraiment le cas ? Si on y réfléchit un peu, le sens premier d'un parti, c'est celui de n'être qu'une partie d'un tout, de n'être qu'un point de vue, qui nous oblige justement sans cesse à prendre parti, parfois pour quelque chose, mais le plus souvent contre quelque chose ou quelqu'un d'autre. Alors, la question posée par Simone Veil, c'est quel est le critère du bien en politique ? La réponse donnée est celle de la vérité et de la justice. Or, la démocratie et le pouvoir du plus grand nombre ne sont pas des biens. Les caractéristiques qui définissent un parti, comme l'avait déjà vu le philosophe espagnol José Ortega y Gasset au début du XXe siècle, dans son essai que je vous conseille aussi, La révolte des masses, les partis sont des machines à fabriquer de la passion collective. Ce sont également des organisations construites de façon à exercer une pression collective sur la pensée des membres qui la composent. Et enfin, ce qu'on remarque d'ailleurs le plus souvent, c'est que leur unique fin est leur propre croissance. Le grand malheur de ce système, c'est donc la défaite de la pensée, la débandade des hommes libres dans leurs esprits et dans leurs actions. Je cite Simone Veil. « Presque partout, et pour des problèmes souvent techniques, l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'opération de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris son origine dans les milieux politiques et s'est étendue à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Et il est douteux de remédier à cette lèpre qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. » La pensée de Simone Veil ne se réduit bien sûr pas à cette idée, et c'est pourquoi je vous conseille de lire également son indispensable essai sur l'enracinement.
c'en est fini pour aujourd'hui, et à très vite pour de nouvelles chroniques. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise, c'est le moment de la critique ciné. En 1945, une dizaine de jeunes prisonniers de guerre allemands sont envoyés au Danemark. Sur place, ils ont comme travail de déminer les plages danoises sous le commandement du sergent Karl. En effet, l'armée allemande avait pendant la Seconde Guerre mondiale enfoui des mines le long des plages du pays. Le film dont je vais vous parler est donc Les Oubliés, sorti en 2015 et réalisé par Martin Sandviet, réalisateur danois assez peu connu, dont ce film est le plus populaire. Pourquoi voir Les Oubliés ? Le film marque par son histoire, une dénonciation des crimes de guerre du gouvernement danois à l'encontre de jeunes soldats allemands. Historiquement, ce sont plus de 2000 jeunes qui ont dû faire ce travail, dont la moitié sont morts ou ont été mutilés par les mines. Le tour de force est de nous montrer une histoire à peine mentionnée dans les livres d'histoire. Visuellement, le film est une belle réussite, les plans sont très bien travaillés, plutôt grisâtres. La violence du propos, la froideur du film viennent contraster avec la nature qui les environne, les belles plages danoises. La musique accompagne discrètement le film mais reste néanmoins mémorable. Ici, on ne met pas de la musique lourde à coups de violon lorsqu'une scène triste pointe le bout de son nez. Non, le choc de l'explosion arrive sans prévenir. Mention spéciale aux acteurs qui sont tous très convaincants et arrivent parfaitement à nous transmettre des émotions. Le film se base surtout sur les relations humaines pour dénoncer les méthodes des soumis de la Seconde Guerre mondiale devenus vainqueurs. Les enfants soldats enrôlés ne sont aucunement responsables de ce qu'a fait leur pays et pourtant, ils doivent eux-mêmes supporter la sentence. Dès le début du film, on le remarque, ces soldats ne sont pas les bienvenus. Le sergent les déteste, les autorités les détestent, la mère de famille habitant à côté des plages les déteste aussi. Seule une petite fille, innocente, naïve, semble les accepter. Elle ne voit que des humains après tout, pas des monstres. Le sergent danois, pourtant d'abord hostile, se rendra compte lui-même au fur et à mesure du film de l'injustice dont sont victimes ces gosses qui crient maman quand ils ont peur. Le titre du film l'indique, ces jeunes hommes font partie des oubliés de l'histoire. Ceux dont on ne parle jamais, ceux qui n'ont pas droit à des plaques commémoratives à tous les coins de rue. Ce film leur rend hommage. Il n'est d'ailleurs pas passé inaperçu puisqu'il a été nominé en 2017 pour l'Oscar du meilleur film étranger. Les Oubliés est un beau film sur la vengeance et l'amitié. Une petite leçon de cinéma. C'est ce genre de film dont on ne sort pas indemne. Regardez Les Oubliés, regardez du cinéma européen. Envie d'un peu de musique ? Je vous propose la chanson du jour. The March of Brian Boru, interprété par le groupe américain néo-folk Blood Axes, est un morceau divisé en deux parties. Dans la première partie, le chanteur du groupe lit le discours que le roi breton, Calgacus, prononça à son armée pour la haranguer à résister à l'invasion romaine de la Calédonie. Dans la seconde partie, le groupe interprète la marche de Brian Boru. Brian Boru est un roi mythique des premiers âges de l'Irlande. Il fut le premier à unifier le pays pour bouter les Vikings hors de l'île. Cette mélodie, l'une des plus vieilles de l'Irlande, fut, dit-on, jouée lors des funérailles du roi. The March of Brian Boru se présente comme un hymne à l'esprit de résistance celte et au peuple libre et désireux de défendre leur identité. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne écoute. We who live on the edge of the earth, and who are the last bulwark of freedom, have to this day been protected by our remoteness, and by the mystery and fear created by our name. But now, the frontiers are open, and beyond us is no other people, nothing but the sea, and still they come. Their usurpation is not to be escaped by flight, self-abasement, nor appeasement. These plunderers of the earth are now invading the seas because, having devastated everything, they now have no more land.
If their enemy is wealthy, they are greedy. If he is poor, they will be after glory, this race for whom neither east nor west is home. Alone among peoples, they have looked with equal greed upon both rich and poor alike. Stealing, murdering, and plundering they call government, and where they created a desert, they call it peace.
Continuons notre cheminement politique avec le deuxième point politique. Gilbert Renaud, 1904-1984, fut connu pendant la Résistance sous le nom de colonel Rémy. Il fut l'un des plus fameux agents secrets de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, connu sous différents pseudonymes dont Raymond, Jean-Luc, Morin, Watteau, Roulier, Beauce, Rémy. Gilbert Renaud est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Élève des bons pères du collège Saint-François-Xavier de Vannes et après des études de droit à la faculté de Rennes, ce sympathisant de l'Action française, issu de la droite catholique et nationaliste, commence une carrière à la Banque de France en 1924. En 1936, il se lance dans la production cinématographique et finance notamment le tournage de J'accuse, nouvelle version du film d'Abel Gance. C'est un échec retentissant, mais nombre de liens qu'il noue au cours de cette période lui seront très utiles lors de son engagement dans la résistance. À l'appel du 18 juin, il refuse l'armistice demandé par le maréchal Pétain et passe à Londres avec l'un de ses frères à bord du chalutier parti de l'Orient. Il est parmi les premiers hommes qui se rallient à la cause du général de Gaulle et se voit confier par le colonel Passy, alors capitaine et chef du BCRA, la création d'un réseau de renseignement sur le sol français. En août de la même année, il crée avec Louis de la Bardoni la confrérie Notre-Dame, qui deviendra en 1944 CND Castille. Initialement axé sur la couverture de la façade atlantique, il finit par couvrir la France occupée et la Belgique. Ce réseau était l'un des plus importants de la zone occupée et ses informations ont permis de nombreux succès militaires, comme les attaques de Bruneval et Saint-Nazaire. Convaincu qu'il faut mobiliser toutes les forces disponibles contre l'occupant, il met en contact le Parti communiste français avec le gouvernement de la France libre, en emmenant Fernand Grenier à Londres en janvier 1943. Gilbert Renaud reconnaît volontiers ne rien entendre aux jeux politiques, c'est Pierre Brossolette qui le met en relation avec des groupes syndicaux et politiques. Fait compagnon de la Libération par le décret du 13 mars 1942, il devient membre du comité exécutif du RPF à sa création, chargé des voyages et des manifestations. Il fait paraître dans Carrefour, le 11 avril 1950, un article intitulé « La justice et l'opprobre », prônant la réhabilitation du maréchal Pétain. Peu de temps après, il adhère à l'association de défense à la mémoire du maréchal Pétain. Désavoué par De Gaulle, il démissionne du RPF. Il s'installe au Portugal en 1954 et revient en France en 1958 pour se mettre à la disposition de De Gaulle, qui refuse. Renaud a rédigé maints ouvrages sur ses activités dans la résistance. Sous le nom de Rémy, un de ses pseudonymes dans la clandestinité, il a publié ses mémoires d'un agent secret de la France libre et la Ligue de démarcation, adaptés au cinéma par Claude Chabrol en 1966, lesquels sont considérés comme d'importants témoignages sur la résistance française. C'est le moment de l'instant culture avec aujourd'hui Bukowski. Henri Charles Bukowski, né le 16 août 1920 à Andernach en Allemagne, est un écrivain américain d'origine allemande, auteur de romans, de nouvelles et de poésie. Fils unique, Bukowski subit très tôt la haine et la frustration paternelle face à son échec social. Il est régulièrement battu jusqu'à sa 16e année. Le jeune Bukowski, enfant turbulent et dominateur, se forge petit à petit un personnage d'exclu, de rejeté social, seulement capable de se faire remarquer par sa laideur. La survenue brutale d'une acné a grêlé son visage et son corps de pustules. Plus tard, ses intérêts changent du tout au tout, il découvre l'écriture et la poésie. Il obtient son certificat de fin d'études au collège et tente un premier pas dans le monde du travail, prenant un emploi de magasinier dans une grande surface. Bukowski se fait licencier en quelques jours. Début 1940, il décide d'entrer à l'université pour suivre un cursus de journaliste. Pendant ce temps, il continue d'écrire, entame ses premiers romans d'inspiration autobiographique, où il parle d'errance, de misère, d'emplois indignes et humiliants, de femmes et d'alcool. Toutes ces tentatives pour placer ses nouvelles dans des petites revues littéraires se soldent par des échecs, mais écrire lui est devenu nécessaire. Il se fend de quelques dollars pour acheter une machine à écrire, très vite prêtée sur gage, faute d'argent. En parallèle, il établit à la bibliothèque municipale le seul havre d'ouverture que sa vie rude peut lui offrir. Il découvre très vite une influence majeure sur sa vie et son style, en la personne de John Fante, et notamment son roman Demande à la poussière. Le style de Fante impressionne Bukowski. Sa capacité à verbaliser les émotions, à les surinvestir et en faire le moteur majeur de son personnage, lui aussi très autobiographique. Sa vie est alors axée autour d'une chambre d'hôtel miteuse, d'un boulot inintéressant qui lui sert seulement à se nourrir. Les rapports féodaux entre cadres et employés nourrissent l'écriture de Bukowski, et de la quête d'alcool et de femmes pour tout oublier. Bukowski a 25 ans est déjà devenu un ivrogne, obsédé sexuel, instable et menant une vie chaotique.
Il part pour New York, mais l'expérience est assez difficile. Désabusé, il rentre à Los Angeles, pense au suicide et cesse d'écrire pendant une dizaine d'années. Il est engagé à la Poste en 1952 pour quelques semaines, pense-t-il, en attendant de vivre de sa plume. Il y restera 3 ans. En dépit de ses contingences matérielles, il continue à dépeindre l'infamie quotidienne, exploite le filon de son expérience de facteur et boit toujours davantage. Il développe un ulcère, se fait interdire la boisson et découvre à cette période les courses hippiques, son autre grande passion. Il publie alors pour la première fois des poèmes dans une petite revue. Poussé par la nécessité, il réintègre les services postaux fédéraux, il y reste cette fois 12 ans. Cette période est aussi douloureuse que féconde, Bukowski s'astreint à garder son poste et à écrire. Les petites publications se succèdent dans des revues plus ou moins obscures, et le nom de Bukowski commence à se faire connaître. Un premier recueil paraît, Bukowski est invité à fréquenter les cercles littéraires, des écrivains, des éditeurs. Il déserte le milieu. Il est publié dans The Outsider, revue plus largement distribuée, aux côtés de Jack Kerouac, qui vient de publier Sur la route, et William Burroughs, l'auteur du Festin du. Sa popularité grandissant, on lui propose de faire des conférences dans les universités. En 1969 paraît son premier grand recueil de nouvelles et chroniques, sous le titre de Journal d'un vieux dégueulasse. Le recueil, tiré à 20 000 exemplaires, obtient un succès d'estime dans le milieu beat. Cela lui vaut d'être vite assimilé à ce mouvement, ce qu'il réfute catégoriquement. Cette publication correspond aux premières lectures publiques de ses poèmes par lui-même, le plus souvent dans des BDE de faculté, des petits cercles littéraires, des bars. Il s'enivre avant chaque montée sur scène et, ivre-mort, déblatère autant d'insultes que de poésie. Il livre son premier roman, Le Postier, en 1971. Il y dépeint son quotidien d'employé des postes. Les 2000 exemplaires s'écoulent très vite. Le vrai tournant littéraire a lieu en 1972, avec la publication du recueil de nouvelles contes de la folie ordinaire. Vers 60 ans, il vit de ses droits d'auteur, et surtout de ses cachets de lecture publique, mais ne renonce en rien à son train de vie. Il dépense tout simplement le surplus d'argent aux courses de chevaux. Bukowski meurt d'une leucémie le 9 mars 1994 à San Pedro en Californie. On lit sur sa tombe l'épitaphe « Don't try, n'essaye pas ». Quelques citations. Les hôpitaux, les prisons et les putes, telles sont les universités de la vie, j'ai passé plusieurs licences, vous pouvez me donner du monsieur. Certains ne deviennent jamais fous, leurs vies doivent être bien ennuyeuses. Aujourd'hui, pour oublier votre confinement, je vous propose une visite de la ville de Galway en Irlande. Située dans le comté de Galway sur la côte ouest de l'Irlande, Galway est considérée comme la capitale de l'ouest irlandais et de la sublime région du Connemara. Petite ville de province typique, colorée et chaleureuse, elle est aussi active puisque c'est la 4e agglomération du pays. Ville étudiante par excellence et célèbre pour ses nombreux pubs, Galway est très touristique en été, mais peut se visiter toute l'année. Galway est une ville à taille humaine et se visite à pied. Chop Street est un incontournable de Galway. C'est une rue piétonne typique comme on en trouve partout en Irlande. Au départ de Ayr Square, elle descend jusqu'à l'embouchure du Corrib, la rivière qui traverse Galway. C'est le moment de profiter du charme des villes irlandaises. Les rues sinueuses, les devantures colorées, les pubs et autres boutiques celtiques. Si le beau temps est au rendez-vous, une promenade le long du Corrib s'impose. Loin de l'agitation du cœur de la ville, cette jolie promenade aménagée au bord de l'eau est un petit coin de paradis. Pour comprendre le folklore, les traditions et l'histoire de Galway, il faut se rendre au musée de la ville, Galway City Museum. Vous pourrez y apprendre que la ville de Galway est aussi appelée ville des tribus, en référence aux 14 tribus qui se partageaient la ville au XIIIe siècle. Divers objets, sculptures et autres outils anciens y sont ainsi présentés. Fan de James Joyce, le musée Nora Barnacle, en plein centre de Galway, est dédié à cet écrivain célèbre dans le monde entier. Le bâtiment le plus imposant de la ville est la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption et de Saint-Nicolas. Véritable mastodonte d'architecture, elle est visible d'un peu partout dans la ville, avec son très haut dôme. Rentrez y faire un tour, son intérieur est lui aussi impressionnant. Galway abrite aussi la plus grande église médiévale d'Irlande, l'église Saint-Nicolas. Vous pourrez la découvrir au détour d'une ruelle, dans le vieux centre de Galway, à 2 pas de Chop Street. D'ailleurs, toute l'architecture médiévale en pierre a été extrêmement bien préservée et rénovée. 2 des meilleurs exemples de cette conservation sont la Spanish Arch, construite au XVIe siècle pour protéger le petit port de pêche de Galway, et le Bridge Mills, moulin du pont, sur la rivière Corrib, vieux de 430 ans. Qui dit Irlande, dit pub irlandais, et bière. Vous n'aurez même pas à chercher pour trouver des pubs typiques à Galway. Suivez simplement la musique traditionnelle qui résonne un peu partout dans la ville, ou rendez-vous sur Chop Street. Le plus dur sera de choisir à quelle bière vous allez succomber. C'est l'instant littéraire avec aujourd'hui Belle Amie.
On a tous déjà étudié les incontournables de la littérature française. Dans ces mêmes livres, on retrouve Bel Ami de Maupassant. Nous l'avons lu comme un roman, mais je vous conseille aujourd'hui de le lire telle une description de la vie parisienne au XIXe siècle. Bel Ami, ou Georges Duroy, est un anti-héros. Partant de rien pour finir un homme d'une grande fortune et peut-être plus tard un grand magistrat. Pour gravir ces échelons, il se joue de la bourgeoisie parisienne, utilisant son charme sur les jeunes filles et femmes et manipulant les hommes. Au cours de ce livre, on suit Georges Duroy à travers de nombreuses péripéties et au bras de différentes femmes. Les relations qu'il entretient avec les différents protagonistes est aussi un aspect intéressant de ce livre. En effet, le personnage est très humain. Malgré son insensibilité à la manipulation, il a des relations très différentes avec chacun des personnages. Il peut être vraiment sincère ou absolument manipulateur, parfois même les deux. Ces relations évoluent tout au long du livre de manière intéressante. Il commence candide, ne connaissant rien de Paris et ne sachant où aller. Puis il se lie d'amitiés sincères qui finiront par l'attrister et alors renforceront son insensibilité et le rendront d'autant plus manipulateur. À travers cet ouvrage, Maupassant dénonce le journalisme comme un milieu d'oisiveté. Le journaliste est dépeint comme un homme ne travaillant que très peu, qui ne vérifie pas ou peu ses sources. Le journalisme est décrit par Maupassant comme un milieu où la finalité n'est pas l'information, mais bien l'argent et le pouvoir. De plus, on remarque la puissance de ces mêmes journaux, capables de jouer sur les ministères et sur la géopolitique par leurs simples articles ou même par des arrangements. Il y dénonce aussi les dérives de la bourgeoisie ou seul contre l'apparence. Duroy arrive à faire croire qu'il est un homme cultivé et intelligent par de simples apparences. De même pour la politique, où tout n'est que jeu de pouvoir et encore une fois manipulation. Pour finir, ce livre très bien écrit et fluide se lit rapidement et avec un plaisir à imaginer. Sans transition, l'éphéméride. Le 28 mars 1757, Robert François Damien fut la dernière personne à être exécutée au moyen du supplice de l'écartèlement. Ce sort était réservé aux régicides, et bien que Louis XV n'ait pas succombé à sa blessure, celui qu'on appelait Robert le Diable avait bien attenté à la vie du monarque. Le roi, dit le bien-aimé, décida en premier lieu de gracier son agresseur, mais le Parlement de Paris força le souverain à condamner le bougre. Nous ne nous attarderons pas sur cet événement, car il est quasiment impossible de retrouver tous les fragments du corpus de l'histoire. Nous ne bavarderons pas non plus du suicide collectif de la secte Avengate. Persuadés que leur âme rejoindrait un vaisseau spatial positionné dans la queue de la comète Hale-Bopp, 39 adeptes sautèrent la vie à l'aide de barbituriques au moment du passage de la comète, le 26 mars 1997. Nous ne pouvons pas en dire plus car, faute de messages confirmant leur emménagement dans la navette, nous manquons d'éléments. L'éphéméride de ce jour s'attardera donc sur le combat de Trente. Cher Radiovirus, nous savons que la première règle du Fight Club est « on ne parle pas du Fight Club ». Mais la vérité, cet épisode vaut bien une petite entorse à la règle. Tout d'abord le contexte. Lorsque Jean III, duc de Bretagne, meurt sans descendance, en 1341, deux hommes entendent récupérer la couronne ducale, Jean de Montfort et Charles de Blois. Débute ainsi une guerre qui se prolonge jusqu'en 1364, la guerre de succession de Bretagne. Chacun des belligérants se cherche un allié puissant, et comme à ce moment-là on trouve au rayon guerre de 100 ans du Super U, non pas un, mais deux rois de France, il y a l'embarras du choix. Jean de Montfort prête hommage à Édouard III, roi d'Angleterre, qui s'est proclamé roi de France, et Charles de Blois s'allie avec son oncle, Philippe VI. L'atmosphère étant donnée, il était temps d'aller voir plus en détail. Durant ce conflit donc, deux villes voisines sont tenues chacune par les hommes d'un des prétendants du duché. Josselin aux mains des blessistes et Ploermel sous l'autorité des alliés du roi d'Angleterre, les Montfortistes.
Des incidents à répétition exacerbent les tensions, jusqu'à l'ultime goutte faisant déborder le vase. Un défi fut donc lancé par les tenants de Josselin. Ainsi, le 26 mars 1351, 30 Bretons, conduits par Jean de Beaumanoir, affrontèrent 30 Bretons et Anglais du camp montfortiste. Le combat prit place près du chêne, demi-voie, à équidistance des deux villes. Le camp blessiste sortit vainqueur de cette campagne fight en tuant le tiers des Anglais et capturant les autres pour rançonner leurs familles. Pour la petite histoire, durant l'affrontement, Jean de Beaumanoir, épuisé, aurait réclamé à boire. Ce à quoi un des hommes répondit « Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif te passera. » Mais rassurez-vous, chers auditeurs, comme au rayon Moyen-Âge les conflits ne se réglaient pas aussi facilement, les vainqueurs du défi furent quasiment tous tués lors d'une embuscade 2 jours plus tard, et c'est finalement le camp montfortiste qui gagnera la guerre de succession. Et parce qu'un brin d'humour ne fait jamais de mal, c'est la blague du jour. Les 7 nains se rendent à Rome et demandent une audience au très Saint-Père, le pape François. Ils s'approchent, mais quelque peu intimidés par le très Saint-Père, ils hésitent à parler, timides. Alors le pape François les regarde et dit « Mais enfin, mais bon, qu'est-ce qui se passe ?» Prof s'avance et dit « Votre Sainteté, dites-moi, est-ce qu'il existe des bonnes sœurs au pôle Nord ?» Le pape réfléchit, se gratte la tête, convoque un cardinal, un deuxième, puis se retourne vers prof et dit « Oui, effectivement, il y a bien une congrégation religieuse au pôle Nord. » Ah, merci beaucoup, très Saint-Père. Mais enfin, qu'y a-t-il ? Dites-moi, votre sainteté, est-ce qu'il existe des bonnes sœurs qui boitent au pôle Nord ? Très Saint-Père se regratte la tête, convoque directement 5 cardinaux différents, consulte les registres. Oui, effectivement, petit nain, il existe une bonne sœur qui boite au pôle Nord. Ah, merci beaucoup, votre sainteté, merci beaucoup, mais quoi encore ? Dites-moi, votre sainteté, est-ce qu'il existe une bonne sœur qui boite et qui est naine au pôle Nord ? Alors là, le pape n'a pas du tout la réponse. Il convoque ses cardinaux, la curie, fait venir les secrétaires particuliers, il branche le satellite, envoie les gardes suisses en exploration. Quelques heures plus tard, le pape regarde les nains et dit « Non, il n'y a pas de bonne sœur naine qui boite au pôle Nord. Ah, tchoum, c'est tapé, un pingouin. Ah, tchoum, c'est tapé, un pingouin. »